Elles venaient défiler successivement à des rosées voisines pour insulter de plus près à notre malheur. Elles portaient la rage. Le croira-t-on jusqu'à gancer des dons à notre calme? Et c'était pourtant la première société, les femmes comme il faut de la ville. Rien aurait-il donc eu raison quand il disait si les enfants donnaient son jeu à l'empereur qu'on fait des Jacobins, il avait bien le droit de s'y connaître, et qui protestait que toute la différence qu'il y avait entre les noirs et les blancs était que les ont savamment porté des sabots et que les autres allaient en bas de soi. Le prince Joseph, qui à notre insu traversait la ville, vint compliquer encore notre aventure. Il fut arrêté, mené à la préfecture, mais fort respecté. Nous donnions sur une place qui demeurait couverte d'une multitude de fortes agitées et très hostiles. Elle nous accablait de menaces et d'injures. Je me trouvais connu du sous-préfet, ce qui servait à garantir que nous étions. On visita notre voiture et l'on nous tint à une espèce de secret. Vers 4 heures, j'obtins de me rendre auprès du prince. Dans ma route à la préfecture, et bien que sous la garde d'un sous-officier, plusieurs individus m'aborderont, les hommes me remettant des billets en secret, d'autres me disant quelques mots à l'oreille, de ces renoncions à m'assurer que nous devions être bien tranquilles, que le bon et vrai français veillaient pour nous. Vers le soir, on nous laissa partir. Et alors, tout avait bien changé. Nous quittâmes notre auberge au milieu des plus vives acclamations des femmes du peuple en pleurs. Prenions nos mains et la baisons. De tous côtés, chacun offrait à nous suivre. Pour éviter, nous disions-ils, on quitte à peine que les ennemis de l'empereur nous avaient dressés à quelque distance de la ville. Ce singulier changement des esprits venait de ce que beaucoup de gens de campagne et grand nombre des fédérés entrent dans la ville et gouvernons désormais l'opinion. Mardi 4, à peu de distance de Rochefort, nous rencontrâmes de la gendarmerie qui, sous les bruits de notre mésaventure, avait été expédiée au-devant de nous. Nous arrivâmes à 2 heures du matin à Rochefort. L'empereur y était depuis la veille. Le prince Joseph y arriva le soir même et je le conduisais à l'empereur. J'ai profité du premier instant de loisir pour donner avis au président du conseil d'État des motifs qui m'avaient fait absenter. Des événements grands et rapides de lui, écrivais-je, m'ont mis dans le cas de m'éloigner de Paris sans le congé nécessaire. La nature et la gravité des circonstances ont amené cette irrégularité. J'étais de service auprès de l'empereur au moment de son départ. Je n'ai pu voir s'éloigner le grand homme qui nous a gouvernés avec tant de splendeur, qui se bornait pour faciliter les destins de la patrie auquel il ne reste aujourd'hui de la toute-puissance que sa gloire et son nom. Je n'ai pu discuter. Les voir s'éloigner sans céder a besoin de les suivre à temps de la prospérité. Il a daigné verser sur moi quelques faveurs. Aujourd'hui, je lui dois tous les sentiments et toutes les actions qui m'appartiennent.
Mercredi 5 au vendredi 7, à Rochefort, l'empereur ne portait plus d'habits militaires. Il était logé à la préfecture. Beaucoup de monde demeurait constamment groupé autour de la maison de temps. En outre, les acclamations se faisant entendre. L'empereur se montra 2 ou 3 fois à la galerie de la préfecture. Beaucoup de propositions lui furent faites par des généraux qui viennent en personne ou envoient des émissaires particuliers. Du reste, pendant tout le séjour à Rochefort, l'empereur y est constamment comme aux Tuileries. Nous ne l'approchons pas davantage, il ne reçoit guère que Bertrand et Savary, et nous en sommes réduits au bruit et aux conjectures sur ce qui le concerne. Toutefois, il paraît que l'empereur, au milieu de l'agitation des hommes et des choses demeure calme, impassible, se montre très indifférent et surtout très peu pressé. Un lieutenant de vaisseau de notre marine, commandant un bâtiment de commerce danois, vient s'offrir généreusement pour le sauver. Il propose de le prendre seul, de la personne garantie de le cacher si bien qu'il échappera à toute recherche et offre de faire voile immédiatement pour les États-Unis. Il ne se demande qu'une légère somme pour indemniser des propriétaires des torts possibles de son entreprise. Bertrand l'accorde, sous certaines conditions, qu'il rédige mon nom. Et je signe ce marché fictif en présence et sous les yeux du préfet maritime. Samedi 8, l'empereur gagnera vers le soir aux acclamations de la ville et de la campagne. Il couche à bord de la salle qu'il maintenit. Sous les 8 heures, j'y arriverai beaucoup plus tard. Je vais conduire Madame Bertrand dans un autre canot, parti d'un autre endroit. Dimanche 9, j'accompagne l'empereur qui débarque à l'île d'Aix assez bon matin. Il visite toutes les fortifications et revient déjeuner à bord. Lundi 10. Dans la nuit de dimanche au lundi, je suis expédié avec le docteur Rivigo vers le commandant de la croisière anglaise pour savoir si on y avait reçu les sauf-conduits que nous avions été promis par le gouvernement provisoire pour nous rendre aux États-Unis. On fut répondu que non, mais qu'on allait en référer immédiatement à l'admirable commandant. Nous posâmes la supposition que l'empereur Napoléon sortit sur les frégates avec pavillon parlementaire. Il fut répondu qu'elles seront attaquées. Nous parlâmes de son passage sur un vaisseau neutre. Il fut répondu que tout bâtiment neutre serait strictement visité et peut-être même conduit aux portes anglaises, mais il nous fut suggéré de nous rendre en Angleterre et fermer qu'on ne pouvait craindre aucun mauvais traitement. Nous étions de retour à 2 heures après-midi. Le vaisseau anglais, le Belle Refond, à bord duquel nous avions été, nous suiviez, vint mouiller dans la rade des Basques pour se trouver plus à portée de nous. Les bâtiments des 2 nations demeurant en vue et très proches l'un des autres. En arrivant sur le Belle Refond, le capitaine anglais nous avait adressé la parole en français. Je ne me hâtais point de lui dire que je pouvais, tant bien que mal, entendre et parler un peu sa langue, quelques expressions entre lui et d'autres officiers anglais devant le duc de Rovigo, et moi, ils sont pu nuire à la négociation si je fusse convenu que je les avais comprises. Alors donc, quelque temps plus tard, on nous demanda si nous
entendu en anglais. Je laissais le duc de Rovigo répondre que non. Notre situation politique suffisait d'ailleurs pour me débarrasser de toute scrupule et rendait ma petite soupe chérie fort simple. Aussi, je n'en parle que parce qu'étant demeuré depuis une quinzaine de jours avec toutes ces personnes, j'ai été contraint de me gêner beaucoup pour ne pas découvrir ce que je vais cacher d'abord. Et au fait, je disais anglais, mais j'avais la plus grande difficulté à l'entendre. Il y avait plus de 13 ans que je n'avais pas pratiqué cette langue.